au nom du bureau des alumni de Sciences Po au Portugal. Ce soir, c'est le 3e moment du cycle qu'on a organisé, qu'on a voulu dédier cette année au thème du développement durable sous plusieurs angles. On a parlé des océans, pour vous souvenez, pour ceux qui étaient à cette conférence, puis de la sécurité en Europe. Et ce soir, on va s'intéresser au thème du tourisme durable. Pour nous réveiller un peu, vous avez sans doute vu avec horreur, il y a une dizaine de jours, un touriste britannique qui était sûrement très amoureux, gravé avec une clé son nom et celui de sa compagne sur les pierres du Colisée à Rome. C'est un exemple d'une trace durable de son passage. Est-ce que c'est la durabilité que l'on veut? L'horreur de ce geste, l'horreur qu'a suscité ce geste en Italie, et pas seulement en Italie d'ailleurs, a jeté vraiment la lumière sur la question de la responsabilité individuelle dans le développement d'un tourisme durable, et puis pour la transition de façon globale, pour créer de l'impact positif. On se demande quand même souvent quelle est la part de l'action collective, les États, l'industrie du tourisme, les financeurs, les collectivités, les activistes, et puis quelle est la part de la transformation individuelle, celle que chacun peut mener dans son périmètre d'action. Et c'est un peu ça de ça qu'on voudrait parler ce soir. On est le 4 juillet, il y a fort à parier que les uns et les autres vont prendre des vacances, il va y avoir des choix à faire. Et il nous a semblé que c'était le bon moment pour se poser cette question ensemble. Y a-t-il un tourisme durable sans touriste durable? Et pour cela, merci à nos deux intervenants, Saskia Cousin et Lionel Flasseur, que vous allez découvrir très rapidement, d'avoir accepté notre invitation et qui vont partager avec nous leur grande expertise sur le sujet. Pour animer cette conversation, c'est Michel Leroux, qui est membre du bureau et diplômé 1985 et qui est lui-même acteur engagé du tourisme durable au Portugal, puisqu'il accueille des visiteurs dans sa ferme du Douro, qui va animer ce dialogue. Voilà, on est très intéressés et très en attente de ce qui voudra bien être mis sur la table et débattu ce soir. Michel, voilà. Alors, je voulais préciser qu'il y aura à peu près 3 petits quarts d'heure d'échange avec nos deux intervenants, et qu'après on va laisser une petite quinzaine de minutes aux éventuelles questions de l'assistance. Donc je vais commencer d'abord par présenter nos deux intervenants. Saskia Cousin est anthropologue, professeure de sociologie à l'Université de Paris-Nanterre et co-auteur de la sociologie du tourisme. Lionel Flasseur, lui, est président d'Essentiem, qui est un fonds de dotation qui, je cite, donc nourrit des projets à visée sociale, sociétale ou environnementale, et portant l'ambition d'un tourisme plus engagé. Et Lionel a également été le président de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Le directeur. Le directeur. Ok. Laetitia m'a présenté. Donc je vais passer à la première question. On va partir un petit peu du contexte et je vais vous citer ce qu'est la définition officielle du tourisme durable selon l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT. Donc je cite: le tourisme durable est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Alors, est-ce que c'est une définition qui vous convient? Avez-vous des choses à y ajouter en fonction de vos expériences personnelles, parce que c'est le but. Saskia, peut-être peux-tu commencer? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci de l'invitation. Est-ce que ça me convient personnellement? Ça, c'est pas la question. C'est finalement, ça s'appuie finalement sur les notions de développement durable telles qu'elles ont été développées dans les années 80. Finalement, ça reprend cette notion-là. L'enjeu, c'est en quoi ça peut nous aider à penser à la fois de façon collective et individuelle sur les pratiques des individus, donc des touristes, des vacanciers ou de l'industrie. Donc, un tourisme qui tient pleinement compte, qu'est-ce que ça veut dire tenir pleinement compte? Donc déjà, voilà.
tenir compte, ça veut dire quoi? Comment on mesure? Donc, toute la question des indicateurs, et ça paraît un détail, mais en fait, ça l'est pas du tout, puisque si on compte que les arrivées internationales, enfin voilà. Donc, tenir compte, derrière, il y a comment on compte. Donc, ça, c'est une première question et le premier problème. La deuxième chose, c'est la question de l'impact. C'est toujours voir le tourisme comme une flèche, et puis finalement, les sociétés d'accueil, humains ou non humains, comme des cibles. Et donc déjà, c'est une représentation du monde assez spéciale. On se pose pas la question de ce que font les communautés du tourisme, mais on voit le tourisme comme, comme on voit les communautés d'accueil comme des cibles passives d'une certaine manière, avec des effets positifs ou négatifs, mais on se pose pas la question de la manière dont ces sociétés agissent avec ou contre d'ailleurs l'arrivée du tourisme. Et répondre aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement, des professionnels et des communautés d'accueil. Le problème, c'est que justement, c'est quoi les besoins et quand ils sont contradictoires, comment on fait? Qu'est-ce qui prime? Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est le principe des définitions internationales. Hein. C'est qu'elles sont le fruit d'une négociation. Est-ce qu'elles ont une efficacité politique, pratique, sociologique? Je ne sais pas. Voilà. Ok. Lionel? Moi, oui, la définition, elle me convient effectivement, parce que ce qui est important, c'est la manière dont on agit au travers de cette définition. Michel, vous rappeliez mon parcours, mais c'est vrai que j'ai dirigé Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme pendant 5 ans, et en 2018, on a lancé la notion de tourisme bienveillant, qui est la reprise, qui est tout simplement du tourisme durable. C'est dingue parce que ça paraissait précurseur à l'époque d'être sur le tourisme durable, et il faudra faire la distinction dans notre discussion entre l'écotourisme et le tourisme durable, hein, qui sont deux choses quand même très différentes. Et du coup, en 2018, c'était entre guillemets presque précurseur, non pas de parler de tourisme durable, parce qu'effectivement, on en parle quand même depuis très longtemps, mais c'est de passer à une vision plus globale, et justement de pas avoir des politiques RSE, mais inscrire la durabilité dans la vision de son développement. Et pour moi, ça, c'est la vraie différence, et c'est le vrai changement qui s'est opéré depuis quelque temps. C'est pas je suis une société œuvrant dans le tourisme et je mène une politique de RSE en tant que société. C'est je prends la durabilité et je l'inscris dans la vision de mon développement. Et ça, pour moi, ça change tout. Et en l'occurrence, c'est la notion qu'on a lancée en 2018. C'est élever la durabilité au plus haut niveau de son développement. Et s'il y a des chefs d'entreprise autour de la table, vous savez parfaitement qu'une entreprise, elle doit se développer au travers d'une vision. Et pour moi, ça, c'est le vrai changement. Je rappelle aussi peut-être que j'ai un parcours je suis le pire produit du capitalisme. Voilà. J'ai grandi dans des sociétés de grande consommation, j'ai vendu du snack food, de la junk food, j'étais dans des produits très capitalistiques, dans le tourisme, etc., etc. Mais j'aime à le dire parce que je pense aussi que c'est les personnes qui ont vécu cet aspect-là qui, après, quand ils prennent conscience d'un certain nombre de choses, qui peuvent être aussi des grands défenseurs d'un certain nombre de causes, entre guillemets. Mais en tout cas, moi, j'essaie toujours d'allier le développement économique à la durabilité. Voilà. Personnellement, et je me positionne aussi comme ça, je ne parle pas de décroissance, et encore moins dans le secteur du tourisme. Je pense qu'on peut faire, on a encore de belles marges de progression, parce que le vrai sujet, et notamment on parle effectivement au travers de cet exemple, hein, de cet épiphénomène, hein, quand même, Laetitia, vous rappelez, ça a fait du buzz, etc., parce qu'on est dans une société de buzz. Je veux dire, mais à partir du comportement d'une personne, attention à ce que ce soit pas non plus l'arbre qui cache la forêt, de gens qui se comportent bien, mais on pourra revenir là-dessus. On parle aussi beaucoup de surtourisme, on en fait des tonnes. Et le problème, c'est pas tant le surtourisme, c'est le lissage dans le temps et dans l'espace des flux touristiques. Enfin, je pars sur plein de sujets différents, c'est des sujets qui sont passionnants. Et tout ça pour dire qu'au-delà de la définition officielle, on pourrait prendre aussi les engagements des OGD et puis l'appliquer dans son secteur et de regarder tout ce qu'on a à faire, effectivement, puisqu'on est quand même dans un secteur qui se veut conscient des impacts qu'il peut produire, de plus en plus conscient. Et dans le tourisme, qui est un secteur très, très large,
certains savent très bien que quelque part, en préservant leur patrimoine, ils préservent leur industrie, aussi simplement que ça. Notamment quand tu es dans un milieu de montagne ou dans un milieu littoral. Voilà. Bon, j'en ai fini parce que là, on va partir déjà dans le débat sur plein de notions différentes. Je vais essayer de nous ramener au niveau de la thématique, mais sans rompre avec ce que vous disiez justement, parce que j'ai lu ce qui étaient les objectifs de développement durable tels qu'ils sont exprimés par l'ONU à l'horizon 2030 justement, donc tourisme joue un rôle majeur. Ils sont, et là je cite encore, ils se doivent d'être axés sur l'être humain, porteur de transformation universelle et intégrée. Donc, si on en revient à l'individu comme maillon essentiel de ce changement, cette fois-ci, comment est-ce que vous verriez le touriste durable, Saskia? Alors on en a déjà parlé, c'est intéressant parce qu'on n'utilise jamais cette expression et justement, je pense que Je l'ai pas trouvé sur Google. Le fait qu'on l'utilise pas dit quelque chose du fait que le tourisme durable est un oxymore et en fait, le touriste durable, c'est le vacancier. Et en fait, on n'a pas besoin d'utiliser cette expression. Le touriste, en fait, il n'est pas durable au sens où il se caractérise par le fait qu'il consomme de l'espace dans un moment court. Et qu'il est on peut être vacancier et faire du tourisme, mais en fait, le vacancier, c'est celui qui se pose dans un endroit et qui jouit du temps. Donc, en fait, du temps libre, d'un espace, voilà. Donc le terme touriste durable finalement n'existe pas, en tout cas en français. J'ai regardé en anglais et tout, on parle pas, on dit pas, mais on dit même pas. En fait, personne ne dit cet été je vais faire du tourisme durable. On peut dire je vais faire du tourisme responsable, je vais faire de l'écotourisme, etc. Parce que cette notion-là, c'est d'abord une notion qui a un usage institutionnel ou industriel. Et donc en tant qu'individu enfin, voilà, on n'est pas durable en fait. Donc le touriste durable, c'est le vacancier. Et la question de la durabilité, c'est comment est-ce que qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en anglais, c'est la question du soutenable. Donc ça a à voir beaucoup avec l'environnement, justement, les communautés, l'environnement naturel. Mais il y a aussi comment est-ce que moi je peux continuer à voyager, mes enfants peuvent continuer à voyager, et en ça, effectivement. Le vacancier se pose pas le même genre de questions que le touriste. Pour vous, Lionel, le touriste durable, est-ce que vous l'avez rencontré? Moi, alors, autant effectivement, il faut redéfinir la notion de durabilité, mais même la notion de touriste aujourd'hui, elle est très très floue. Enfin, c'est pas qu'elle est floue, c'est qu'elle a une définition, effectivement, d'une personne de mémoire qui passe plus de 24 heures à l'extérieur de chez elle. Bon, et donc aujourd'hui. Il y a deux phénomènes. La première, c'est que, et notamment aidé par le Covid, le tourisme de proximité a connu une période très, très, très faste, très importante. Et donc, on a fait un amalgame entre des gens qui étaient des excursionnistes, c'est-à-dire de vous et moi, qui allions passer une journée à un endroit et on provoquait du surtourisme parce qu'on allait tous au même endroit et on mettait ça sur le dos du touriste. Alors on n'était pas des touristes. On était des excursionnistes d'une journée. Donc ça montre la nécessité déjà, avec le développement du tourisme de proximité, de redéfinir ce qu'est un touriste par rapport à un excursionniste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le développement de notre mode de travail, notamment le télétravail, etc., fait que aujourd'hui le rapport au travail, le rapport au loisir, le rapport à l'évasion, etc., tout ça c'est profondément modifié. C'est-à-dire que nous, sur certains territoires, on a des personnes, on parle plus même de résidence secondaire et de résidence principale. C'est comme si presque on avait deux résidences principales pour certaines catégories de personnes, bien sûr, qui peuvent se le permettre. Et donc du coup, est-ce qu'on va dire que c'est un touriste parce qu'il vit presque la moitié ou un tiers du temps sur le territoire sur lequel avant il allait uniquement pour les vacances? Donc, je pense qu'il y a vraiment une nécessité, au-delà de redéfinir la notion de durabilité, mais de redéfinir le mot de touriste, qui de plus en plus a une connotation négative. En ce moment, il y a haro sur le tourisme. C'est assez impressionnant, cette filière qui est accusée de tous les maux actuellement. Dans la surfréquentation, dans la consommation de son transport, dans... effectivement, ce que vous disiez en introduction, dans aller saccager des monuments historiques. Enfin voilà,
Et il faut être mesuré sur ces propos, ou en tout cas, il faut être en capacité, comme vous essayez de le faire ce soir, d'aller profondément dans les notions, parce que sinon, il y a un amalgame et on est en train de tirer sur l'ambulance, quoi. Moi, je voulais risquer une définition du touriste durable en disant, enfin, pour moi, le touriste durable est celui qui ne se sent plus touriste et qui n'est même pas perçu comme touriste, tellement en réalité il a réussi à se fondre dans je dirais l'écosystème dans lequel il se trouve. Là, je parle un peu de ce que je vis et de ce que je vois être un touriste durable, accompli ou pas, et perçu comme tel au niveau extérieur. Et ça, c'est vrai. Enfin, le mot touriste, ça brasse extrêmement large, c'est évident. Et en fait, ça, pareil à mon niveau, hein, je dirais que on en revient beaucoup plus sur des notions d'accueil, de visiteurs, mais je dirais intégré dans quelque chose qui, avec beaucoup d'interactions, pour donner au final lieu à l'expérience touristique durable. Enfin, Michel, moi, excusez-moi, je vous coupe la parole, mais parce que j'abonde complètement dans votre sens. Regardez comme le terme voyageur est connoté positivement, alors que le terme touriste ne l'est pas. Et aujourd'hui, effectivement, on revient aux prémices du tourisme et vous insistez sur la notion d'accueil. Certains, aujourd'hui, en font une stratégie à part entière où on parle d'habitants permanents et d'habitants temporaires. Et je prends l'exemple de la ville de Lyon que je connais bien, où en fin de compte, leur magazine à destination des touristes, il s'appelle À la Lyonnaise. Et en fin de compte, ils traitent des sujets qui ne sont pas des sujets à destination des touristes. C'est des sujets de la vie de tous les jours, entre guillemets, qui peuvent servir aussi bien aux habitants permanents qu'aux habitants temporaires. Et quand vous avez cette notion-là, quand vous commencez à rentrer dans cette définition-là, ça change du tout au tout, y compris le regard que vous portez sur cet habitant temporaire. Et là, vous êtes presque dans une démarche mercantile, presque dans une démarche marketing. C'est en remettant l'expérience au centre du sujet, et notamment l'expérience de rapport d'individu, celui qui visite et celui qui est visité, où vous reprenez de la valeur. Et ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a une étude qui s'appelle TravelSat qui est menée chaque année au niveau mondial, qui pose les questions, quels sont les critères d'une expérience touristique réussie? Et ça, on pose la question aux voyageurs. Le premier critère qui ressort depuis, j'allais presque dire la nuit des temps, depuis que l'étude existe, c'est la qualité du contact que j'ai eu avec les habitants. Ouais. Et derrière, il y a la sécurité. Et je dirais presque loin derrière, il y a le confort de l'hébergement, il y a la beauté des paysages, etc. Alors que beaucoup de stratégies marketing aujourd'hui, aidées par les réseaux sociaux, sont beaucoup plus orientées, non pas sur cette qualité de contact, mais plutôt sur l'environnement. Ouais. Pour vous, Saskia, ce sujet, on avait un petit peu parlé avant cette session, notion d'accueil. Oui, alors il y a plusieurs choses. C'est que souvent dans la notion de touriste, et justement la définition de l'OMT, c'est plus de 24 heures, moins d'un an, donc en fait ça veut rien dire. Il y a des gens qui ont des motivations très différentes, des manières de voyager et des raisons très différentes et qui souvent sont oubliées. Et donc, en fait, effectivement, c'est la question de la relation avec toutes sortes de visiteurs. Et ces visiteurs, en fait, ils peuvent être là pour 1 heure, pour 3 mois. Et voilà. Donc, si on voit ça du côté de l'accueil, finalement, c'est très important de ne pas associer la catégorie de touristes telle qu'elle est définie au sens de juste 24 heures et 1 an et qui ne dit rien des motivations, et de penser que ça exclut tous ceux qu'on ne va pas catégoriser comme touristes au sens de gens qui viennent consommer une expérience touristique. Donc on en avait parlé, c'est aussi des étudiants, des stagiaires, des exilés, enfin des gens qui passent quoi, et donc qui vont être accueillis à un moment donné. Donc c'est toute la question de l'hospitalité, comment on accueille, comment on n'accueille pas et comment on fait de la place à tout le monde. Les saisonniers, par exemple, là, actuellement, le tourisme se dévore lui-même puisque finalement, les espaces qui étaient
dans le passé dévolus au logement des saisonniers sont mis en location des touristes, et donc c'est un des problèmes en fait, qui est que les travailleurs du tourisme ne peuvent plus se loger. Et en fait, la question, c'est l'articulation, en fait, c'est sortir des catégories, parce que de toute façon, elles sont contradictoires et elles sont utilisées pour des raisons politiques ou autres dans un sens ou dans un autre, pour réfléchir. Quand vous accueillez un certain nombre de personnes, ben, en fait, ça ne peut fonctionner que s'il y a une balance, et aussi se souvenir qu'on est tous aussi des visiteurs soit de nous-mêmes, de notre région, de notre, enfin voilà, de lieux de proximité, soit ailleurs. Et donc, c'est comment on pense cette relation-là en termes d'accueil. Ouais. D'ailleurs, la proximité, c'est un peu comme le dépaysement. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut se vivre ailleurs, la proximité, alors que le dépaysement peut se vivre très près de chez soi? En fait, tout est relatif. La question de qu'est-ce qui est le proche et le loin, il est très culturellement, socialement, historiquement construit. Je vais raconter une anecdote. J'ai fait beaucoup d'entretiens pour un livre avec des fondateurs du tourisme, voilà. Et donc, un monsieur qui avait fondé l'office de tourisme d'un village en 1950, il m'expliquait que lui, c'était le seul qui était parti loin parce qu'il avait été prisonnier de guerre. Et que donc, quand il est rentré, en fait, il a créé le syndicat d'initiative de Monttrésor, qui est maintenant un des plus beaux villages de France, parce que lui avait connu l'étranger. Et il me dit, moi aussi, et aussi parce que j'ai épousé une étrangère. Et donc, je me tourne vers son épouse et je lui demande d'où elle vient. Et elle me dit, je viens de Villeloin. Et Villeloin, c'est le village qui se trouve à 2 kilomètres. Donc, enfin, voilà. Donc, lui avait, pour les autres du village, en fait, une compétence d'altérité qui était qu'il était parti loin, qu'il avait épousé une étrangère, et que donc il avait sa place. Voilà, mais tout est relatif. Il a sa place pour devenir le fondateur, le créateur du camping, de l'office de tourisme municipal, etc. Évidemment que ça va dépendre de l'histoire dans laquelle on s'inscrit. Et je pense qu'après, c'est une question de regard. Je pense pas qu'il faille, la question de la division entre, par exemple, exclusionnisme et tourisme, c'est un problème de l'industrie de l'hébergement. C'est pas un problème de l'expérience telle qu'elle est vécue. Si vous faites 3 kilomètres pour vivre une expérience de dépaysement, en termes de pratique, je veux dire, la façon dont vous vivez, l'émotion que vous vivez, elle est peut-être pas fondamentalement différente de quelqu'un qui a fait 300 kilomètres. Donc, en fait, ça dépend ce qu'on cherche. La catégorisation par nuitée, c'est-à-dire, ou par transport, c'est-à-dire tout ce qui est hors de l'expérience qu'on vit, c'est-à-dire transporter ou qu'on dort, ça, c'est un enjeu économique, mais c'est pas à partir de là, même si évidemment ça en fait partie, mais c'est pas que à partir de là qu'on peut essayer de comprendre en fait les émotions, les compétences recherchées. Et évidemment, comme ça a été dit, c'est aussi la question de quel type de relation. On interroge les gens sur leurs souvenirs. C'est très intéressant de voir qu'est-ce qui reste de souvenirs, quels souvenirs les gens ont. Ils vont aller dans des hauts lieux, mais en fait les souvenirs, ce qui les a marqués, c'est ça va pas être le Machu Picchu, c'est le chat avec lequel on interagit le soir dans l'auberge en fait. Ce qui reste pendant tout ça. Et ensuite, ces souvenirs vont être reconstruits parce qu'il faut avoir fait le Machu Picchu et ensuite il faut l'avoir raconté. Mais dans les émotions, quand on fait des enquêtes beaucoup plus qualitatives, ce qu'on va transmettre d'une expérience, de désir de voyage, de rencontre, etc., c'est souvent pas. Il y a ce qu'il faut avoir fait. Il y a ce dont on se souvient, même de façon kinesthésique dans nos corps. En fait. En fait, le touriste durable, c'est celui dont les souvenirs sont durables, on pourrait dire. Et cet échange, ça pose aussi la question. Enfin, c'était une de ma prochaine question, c'est comment est-ce que on peut mesurer la durabilité qui induit tellement de choses subjectives liées aux émotions, etc. J'ai vu que l'OMT était en train de faire un travail d'évaluation d'indicateurs liés à la durabilité. Il y a des pilotes, etc. Mais pour vous, Lionel, comment est-ce qu'on mesure la durabilité? Effectivement, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans ce sens-là. Vous avez même en France ADN, qui est le syndicat qui regroupe toutes les organisations en charge de la promotion touristique, et Atout France, et Acteurs d'un tourisme durable, qui est une association d'acteurs spécialisés sur le sujet, qui ont regardé, qui ont proposé des indicateurs. Donc, il y a une batterie d'indicateurs. Le tout, c'est de savoir effectivement ce qu'on veut mesurer, ce qu'on peut mesurer, à quelle échéance,
concernant, pour revenir à notre point, quelque part d'acceptabilité, parce qu'aujourd'hui, il faut mesurer l'acceptabilité des personnes qui vivent sur un territoire, leur degré d'acceptabilité par rapport à ces fameux habitants permanents, par rapport aux habitants temporaires. Nous, chez Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, on avait lancé un baromètre qui permettait de mesurer le niveau d'acceptabilité en mesurant les gens qui étaient très favorables au développement touristique, d'autres qui l'étaient ça n'avait pas d'importance, et puis ce qu'on appelait les tourismophobes. Et en fin de compte, on a été surpris parce que les gens qui rejetaient le développement touristique, y compris dans des lieux très touristiques, ils pesaient 3,5%. Et dans cette même étude, on apprenait que 46% des gens étaient prêts à donner du temps volontairement pour participer au développement touristique, et notamment en allant à la rencontre des autres. Beaucoup étaient très fiers de recevoir le monde entier, et beaucoup savaient pertinemment les avantages qu'ils pouvaient retirer parce qu'ils étaient dans une région touristique. La piscine qui va bien, la patinoire, les activités culturelles, les grands festivals, etc. Ils disent, mais ça, on l'a, non pas parce qu'on est une région touristique, sinon on ne l'aurait pas. Et donc, c'est intéressant de ramener de la rationalité dans la subjectivité, où oui, effectivement, très rapidement, on peut avoir des appréciations très émotionnelles sur ces sujets-là. Voilà. Et donc, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a cherché à faire avec un baromètre, les mêmes questions qui étaient posées tous les 2 ans pour voir de quelle manière ça évoluait, et avec des zooms sur des régions importantes, des zooms pour voir ce qu'il en était, et puis mesurer aussi les contraintes. Les contraintes, on les connaît, et elles sont c'est l'impact sur le prix de l'immobilier, très clairement, on en a parlé au travers des saisonniers, c'est l'impact sur la mobilité, et de plus en plus vient poindre l'impact sur les ressources, et notamment les ressources en eau, qui est un vrai sujet, et qui est en train de s'inviter dans le débat de manière… ça s'enflamme autour de ces sujets. Ouais. Alors je vais changer un petit peu d'angle. Je voulais vous demander ce que, à votre sens, l'industrie touristique, l'industrie aérienne et les plateformes de type Airbnb, Booking ou d'autres, quel peut être leur rôle dans cette impérative évolution vers plus de durable, compte tenu aussi de leur passé, voire de leur passif? Saskia, tu veux commencer? Grand sourire. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas les plateformes, c'est mal, et puis voilà. Non, la question, c'est comment ils sont utilisés, pour faire quoi, dans quel but, en fait. Le problème aujourd'hui, l'énorme problème, à mon avis, qu'on a aujourd'hui, notamment écologique, mais aussi social, culturel, c'est même plus l'industrie aérienne ou l'industrie hôtelière, même plus là au niveau de l'Union européenne, les gens qui disent, on l'a vu au congrès d'ADN, que là il faut absolument, on sait tous qu'il va y avoir une décroissance touristique dans les décennies à venir, saturation du ciel aérien, en fait. Donc à un moment donné, il y a plus de place dans le ciel pour que les avions y volent, voilà. Donc ça au niveau du secteur aérien, il y a une conscience, voilà. Le problème, c'est les plateformes qui font leur marge sur le fait de vendre des courts séjours, le plus de courts séjours possible, et donc faire de la consommation d'espace, puisque justement la marge elle est sur la répétition. Puisque là, en fait, l'enjeu c'est de faire aller le plus de monde possible au même endroit, le plus rapidement possible et le plus souvent possible. Donc là, il y a un vrai problème. Il y a aussi toute la question de la manière dont justement certains. Alors il y a les plateformes, mais il y a aussi qui sont aussi des influenceurs. Donc, on voit toujours les Instagrammeurs, etc. Mais évidemment, la publicité répétée pour certaines destinations a ce type d'effet-là. Évidemment qu'il existe des plateformes qui travaillent autrement. Mais souvent elles sont pas connues, ou elles sont pas mises en avant. Quand il y a des financements de start-up, c'est toujours des nouvelles start-up, et alors qu'il existe en fait finalement des réseaux très anciens qui fonctionnaient bien et qui ont été laminés en fait par l'économie des plateformes, qui n'a pas tous les mêmes objectifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à des territoires.
Et nous, on a commencé à travailler sur cette question-là dans les années fin des années 2000. Des enquêtes à San Francisco et à Barcelone. Donc enfin, voilà, avant de scraper Airbnb, de voir ce qui se passait réellement. Enfin, d'un point de vue quantitatif, il existe depuis longtemps des réseaux en fait. Et la question est qui étaient maîtrisés par les territoires. Et je me souviens de discussions, ça avait fait rire tout le monde au moment des discussions sur les industries culturelles et industries créatives à la Blair. Pardon, excusez-moi. Où l'idée était de dire, quand on voyait ce qui se passait notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux offices de tourisme, attention, c'est un marché qui est en voie de libéralisation. Et les gens, que ce soit à la mairie de Paris ou ailleurs, nous disaient mais non, en fait, le tourisme n'est pas délocalisable, c'est notre chose, c'est nos choses. Enfin, la culture comme le tourisme, finalement, ça nous appartient. On voit ce qu'a fait le capitalisme de plateforme, c'est finalement cette délocalisation-là. C'est-à-dire qu'en France, c'est la question de comment les territoires, comment le politique, comment les entreprises locales peuvent ou pas avoir une prise sur ce qu'ils ont envie de faire de leur territoire, que ce soit développer le tourisme d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est un vrai enjeu. Et donc, il y a des plateformes qui existent, qui émanent des territoires, mais elles ont beaucoup de mal à émerger. Il y a des plateformes coopératives, associatives. Mais voilà, c'est très compliqué parce qu'elles sont en concurrence avec des plateformes globales qui ont d'autres enjeux, quoi. Lionel? Alors, moi, je suis jugé parti déjà pour ce sujet, donc je annonce la couleur parce que j'ai travaillé chez lastminute.com, parce que j'ai travaillé dans l'aérien, je m'occupais de l'aéroport de Lyon, donc je suis un peu jugé parti. Je pense vraiment quand même il y a une conscience des uns et des autres et puis il y a une vraie volonté d'agir. Je vais prendre ma casquette président du fonds de dotation Essentième, puisqu'effectivement on a créé un fonds de dotation, donc une mini fondation pour accompagner la transition dans le tourisme. On a plusieurs sujets et un des sujets on a lancé un programme qui s'appelle Montagne Durable. Montagne Durable, ça vise à accompagner les hébergeurs indépendants dans le milieu de montagne, qui est un milieu où les passoires énergétiques sont légion, hein, puisque si demain on devait stopper les hébergements qui ont un DPE qui n'est pas aux normes, même pas actuelles, hein, mais je ne sais plus, E et F, 80% du parc immobilier serait fermé. Voilà. Donc il y a un enjeu colossal. Et donc on a lancé ce programme-là pour aider les propriétaires indépendants à s'y retrouver, à la fois dans les priorités à mener, mais également les aides disponibles. Et il se trouve que c'est Airbnb qui a mécéné ce programme à hauteur de 200 000 euros. Bon, donc voilà, donc un opérateur qui effectivement, il y a des intérêts, il y a des inconvénients, il y a des impacts néfastes, voilà. En l'occurrence, sur ce témoignage-là, moi, j'ai un mécène qui a voulu prendre ses responsabilités au travers de ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans la transition dans le tourisme, on est très, très soucieux de notre impact environnemental au sens végétal et animal du terme. L'équité sociale, l'accès aux loisirs et aux vacances pour tous, est le grand oublié de la transition dans le tourisme. On est la première destination touristique au monde, la France. Un tiers de nos concitoyens ne peuvent pas partir en vacances. Et prendre des vacances ou accéder aux loisirs, c'est beaucoup plus que s'offrir une parenthèse dans une vie très prudente. C'est une question de réduire de la fracture sociale au travers des vacances et des loisirs. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais ce que je veux dire par là, c'est que ayez aussi conscience, quand on parle de tourisme durable, qu'il y a tout un pan qui est l'accès aux vacances pour tous, qui est aujourd'hui un sujet pas suffisamment traité. Et en tout cas, nous, avec Essentième, on y travaille en plus du reste. Là, on parlait de l'industrie des plateformes. On sait que beaucoup de batailles se gagnent au niveau très local. Est-ce que vous avez le sentiment que au niveau des collectivités locales, notamment, il y a des choses qui se mettent en place, ou au niveau des régions,
qui vont dans le bon sens, puisque c'est quand même, quand on parle d'accueil, la terre d'accueil, c'est par définition ou la région ou la collectivité locale, d'ailleurs encore plus. Au niveau de ma petite région, Taméga et Douro, il y a des audits et des connexions qui se font pour éduquer les acteurs touristiques à travailler ensemble. Et je remarque, là encore à mon niveau, que c'est le lien, le cimentage, mais aussi la vision et l'altérité dont on parlait également, qui fait que les gens, au lieu de se voir comme des concurrents à micro-niveau, sont en train de se rassembler pour nourrir l'expérience dont on parlait, celle qui donnera des souvenirs durables. Donc, Saskia, collectivité locale, est-ce que c'est le lieu où ça devrait se passer ou encore plus? Oui, je vais revenir sur la question des vacances pour tous. Mais en fait, collectivité locale, c'est pas là où ça devrait se passer, c'est là où ça s'est toujours passé. L'État français ne s'est jamais préoccupé de questions de tourisme. C'était un truc, Troisième République d'hôtel de province. Et donc, l'État se préoccupait de culture, de la grande culture et de la différenciation culturelle. Et les loisirs, le tourisme, c'était un truc qu'on réservait aux régions. Donc, en fait, et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais concrètement, historiquement, en fait, en France, le tourisme a toujours été quelque chose qui a été organisé, pensé par les collectivités locales à différentes échelles. Sur la question des vacances pour tous, et je pense pas que c'est le tourisme pour tous, on défile pas pour faire le tourisme, on défile pour avoir accès aux congés payés, pour avoir du temps libre, pour pouvoir partir. Et effectivement, dans les sociétés occidentales, l'accès au temps libre comme temps oisif, c'est les fondements, c'est ce qui définit l'homme libre dans la pensée grecque et romaine, c'est l'osium. Negocium, c'est ce qui a donné des gosses, c'est l'obligation de travailler. Donc vraiment, l'osium, c'est quelque chose qui est consubstantiel à notre imaginaire commun, qui peut être une construction mentale, mais enfin, en tout cas, ça fait partie de notre imaginaire. Et là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire depuis les années 30, il y a eu la mise en place de politiques qui étaient souvent locales. C'est les municipalités qui avaient des colonies de vacances qui étaient associées, notamment après la guerre. Toutes les grandes villes communistes ont hérité de domaines qui avaient été, par exemple, appartenus à des collabos, des choses comme ça. Et donc, ça s'est désagrégé, ça a été vendu au fur et à mesure des décennies. Et on le voit quand on fait des enquêtes. Moi, j'ai fait des enquêtes à Saint-Denis, notamment sur l'accès aux vacances pour tous. Donc, les colonies, on parle d'enfants qui ne partent pas du tout. 50% des enfants, des personnes les plus défavorisées ne partent pas en vacances. Ils ne partent pas. Voilà. Et donc, c'est à peu près 40% des Français qui ne partent pas en vacances l'été. Et ça n'a pas changé depuis les années 90. Le rattrapage par les agriculteurs. Donc à partir des années 90, on est entre 55 et 65 de départs estivaux. C'est-à-dire que les autres gens, ils partent pas. Et c'est pas les gens qui partent pas parce qu'ils n'ont pas envie de partir parce qu'ils sont partis tout le reste de l'année. Ça, c'est juste une petite frange extrêmement aisée. La plupart des gens qui partent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Et en fait, cet enjeu-là, il y a des politiques sociales tourisme par des associations, mais comme il y a une désagrégation des politiques locales, des réflexions, parce que en fait, tout l'imaginaire du tourisme est pensé comme le touriste doit venir de loin et être un bon touriste, un bon voyageur, quelqu'un qui a quelque chose à raconter, doit aller loin. Mais 80% des Français partent en vacances en France, la moitié d'un hébergement non marchand, et ça fait des décennies que ça dure. Il n'y a pas de réflexion là-dessus. Par exemple, les campings, c'est très intéressant ce qui passe avec les campings, mais la montée en gamme, finalement, elle a des effets d'éviction des personnes qui partaient dans des campings populaires depuis parfois des décennies, pour qui c'était une résidence secondaire, finalement, et qui ont beaucoup de mal à trouver des espaces, en fait, qui puissent les accueillir. Au final, prendre le train, ça peut être plus compliqué et plus onéreux que prendre l'avion, pour plein de raisons. Il y a plein de choses comme ça qui sont des réflexions qui peuvent être menées à l'échelle nationale avec des collectifs, des associations, mais aussi à l'échelle des collectivités. En termes d'exemple, je trouve que aussi la vraie réflexion, c'est de sortir de cette idée qu'il y aurait d'un côté la culture, de l'autre côté le tourisme, puis le loisir qui se balade. Si on part du point de vue des pratiques, en fait, on a des pratiques de temps libre. Enfin, on a du temps libre. Dans ces temps-là, on va partir quelque part et on va avoir des activités. Et ce temps libre, ça peut être un week-end, ça peut être une demi-journée le mercredi, ça peut être avec ses enfants. Donc, penser les choses de façon liée.
quand on est une collectivité locale en termes de politique locale, c'est repenser, et c'est un peu ce que fait l'Occitanie avec son train à 1 €, et ça, c'est se dire, parce qu'ils ont travaillé sur les indicateurs, ils se sont dit, ah bah, en fait, le touriste chinois, son panier moyen, il est extrêmement important, mais il va venir 5 jours et et c'est beaucoup consommé dans des hauts lieux. La personne qui vient en Occitanie, qui fait 3 heures de voiture, elle va rester 10 jours, et peut-être qu'elle a un panier moyen de 150 € et pas de 1000, mais elle reste 10 jours avec sa famille, elle va avoir des consommations complètement différentes. Et donc, c'est sortir des indicateurs qui sont basés en fait sur un individu par un panier moyen jour, etc. Et puis plus tu viens de loin, plus tu reconnais le territoire comme étant attractif, pour rentrer sur une autre forme de réflexion. Qui a des effets en fait écologiques. Lionel, vous avez quelque chose à... Non, moi je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je rajouterais concernant l'Occitanie, parce que c'est une région que je connais bien, puisqu'avec l'Essentiel, on a créé le fonds Oxygène, puisque dans notre stratégie, on permet à des territoires, quelle que soit leur taille, de créer leur propre fonds de dotation. Et ça rejoint, Michel, votre question sur le rôle du territoire de proximité dans l'organisation de son propre tourisme. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu une tribune, notamment de l'ANMSM, qui est l'Association nationale des maires de stations de montagne, qui se sont opposés à des directives nationales pour justement, vis-à-vis des plateformes, pour contraindre de manière complètement uniforme. Parce qu'il y a certains endroits où il y a des effets dévastateurs sur le prix de l'immobilier, sur un certain nombre de choses, et puis dans d'autres situations, au contraire, dans la politique de réchauffement des lits froids en montagne, dans des lieux de campagne, ce type d'hébergement est plus que souhaité et apporte un vrai complément de revenus également à des agriculteurs, etc. Donc, il y a autant presque de vérité que de situation. Et redonner un pouvoir au local, c'est extrêmement important sur ce sujet, mais également sur la durabilité. C'est pour ça qu'Essentiel permet à ces territoires de monter leur propre fonds de dotation. Donc, on l'a fait au niveau local avec Aix-les-Bains, on l'a fait au niveau départemental avec la Somme, et il y a un peu plus d'1 mois, on a annoncé avec l'Occitanie, le fonds Oxygène. Et effectivement, il y a à la fois une notion économique, mais il y a aussi tout simplement une vision sociale, une vraie conviction qui fait qu'en tant que terre d'accueil, on a une responsabilité aussi pour faire en sorte que cette terre bénéficie au plus grand nombre. Voilà, qu'on n'est pas juste sur une activité mercantile, capitalistique, que l'accès, notre région, tout le monde a le droit de bénéficier de cette région, de ses attraits, de son expérience, d'un certain nombre de choses. Et pour ça, moi, je salue cette initiative. Alors, en fait, le temps va trop vite. Mais je voudrais vous poser une dernière question avant la session des questions-réponses. C'est comment on a parlé de la réalité des choses. On a parlé de ce qui faisait la valeur de l'expérience touristique. Et moi, j'en suis complètement convaincu parce que je vois les souvenirs se forger et même parfois la magie se produire. On en parlait une fois avec Saskia de cette notion de magie qui est absolument pas décrétable, mais qui peut être facilitée. Et ça veut dire que tout le monde dans une région autour, si tout le monde fait partie du projet collectif qui est l'accueil du touriste, et comme je le disais tout à l'heure, j'insiste, et qu'ils se sentent plus de touristes, voilà, ça marche. Moi, c'est mon seul référent. Je vois que ça marche. Et comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer l'imaginaire du touriste, donc de cet avion île exotique, cocktail, vers justement cette simplicité qui est l'échange, le partage. Est-ce qu'il y a des leviers, est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'on peut l'attendre de l'industrie à un moment, ou comment faire? À part le bouche à oreille, qui marche très bien d'ailleurs. Je pense que tout le monde a le droit allez-y. Hein. Non, je vous en prie. Ça me permet de réfléchir. Pas trop longtemps. Il y a des imaginaires structurants, en fait, qui changent pas. Ce qui change, c'est comment on va les incarner. Alors là, c'est l'anthropologue qui parle, puis après je fais la sociologue. Okay. Donc ces imaginaires structurants, c'est en gros ce qu'on cherche, c'est
soi-même, sa famille, se retrouver soi-même, ou d'autres, l'altérité, de l'exotisme que vous voulez, ou du vide ou du plein. Bon, ça, c'est un peu structurant dans la manière dont finalement l'humanité se déplace, va voir si l'herbe est plus verte de l'autre côté de la colline, enfin voilà, se retrouve. Et donc ça, évidemment, ça va s'incarner de façon différente en fonction de votre histoire sociale, votre origine géographique, mais aussi, bah voilà, les modes. Barcelone en 1980, c'est pas Barcelone en l'an 2000 et c'est pas Barcelone en 2020. On n'y va pas chercher la même chose de la même manière. Donc voilà. Donc il y a des imaginaires structurants et puis il y a la façon dont l'industrie, les médias, les romans, le film, le cinéma, ce que vous voulez, va l'incarner à un moment donné dans des imaginaires sociaux. Et en fait, ce sur quoi il est possible d'agir, c'est pas ce qui est structurant, c'est le rapport à l'eau, par exemple. Enfin voilà, sous les pavés de la plage, la façon, enfin le rapport des humains à la mer, en fait, il est structurant. Après, la façon dont on va choisir à travers un imaginaire produire en fait une imagerie, je dis pas dans un sens péjoratif, mais aussi l'imagerie publicitaire, mais aussi des romans, etc., va faire que ce qu'on va l'incarner dans un endroit ou l'autre. Donc ce sur quoi on peut jouer, c'est justement travailler ou réguler, notamment le fait, on travaille sur cette question notamment actuellement, la façon dont aujourd'hui l'industrie aérienne travaille à se penser comme destination elle-même, ce qui est un vrai problème. Et je veux dire, ça fait partie de leur boulot. Mais je ne sais pas si vous avez connaissé les dernières pubs d'Air France qui sont extraordinaires pour ça. Bon, là, on a un problème. C'est-à-dire que tant que l'imaginaire du voyage sera incarné par l'avion, on a un problème. Parce que du coup, ça veut dire mode avion, c'est la mode en fait. Mode train, c'est ringard. Vous voyez, donc c'est pas qu'il faille arrêter de prendre l'avion, c'est qu'on a un énorme problème et pour continuer à prendre l'avion, il faut arrêter de prendre l'avion tous les jours alors qu'il y a des alternatives en train. Mais pour ça, il faut que le train soit pas 10 fois plus cher que l'avion. Et il faut aussi qu'il y ait des imaginaires qui rendent en fait désirables d'autres formes, d'autres destinations, d'autres manières de se poser. Les vacanciers populaires sont les moins polluants. Prendre sa voiture, aller quelque part, se poser, rester un mois dans un camping, c'est en fait vous faites du tourisme écologique, beaucoup plus que si vous prenez l'avion et allez dans un écologe. Mais c'est pas construit socialement comme quelque chose de désirable. Donc voilà, je pense que le levier, en fait, il est là. Maintenant, encore une fois, 80% des Français partent en vacances en France. Je pense que à l'échelle européenne, au Portugal, les gens circulent, mais il y a aussi ce départ en famille ou ces retrouvailles qui sont des moments importants. Donc en fait, ceux qui ont des consommations touristiques, au sens des indicateurs d'industrie hôtelière aérienne, sont une toute petite frange de la population. Ok. Lionel ? Non, mais je suis d'accord avec ça. Nous, en 2018, on avait lancé une accroche pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui s'appelait Renaître ici. Voilà, on voulait avoir une promesse vis-à-vis des personnes, c'est-à-dire quand vous allez venir sur le territoire, la promesse qu'on aimerait vous faire, c'est de repartir différent qu'au moment où vous êtes arrivé. Alors, c'est d'une prétention absolue, mais en tout cas, c'était une vocation et on a voulu tirer la profession dans ce sens-là. Voilà, on a lancé la notion de tourisme bienveillant pour mettre de la durabilité. On a lancé le fonds de dotation essentiel, c'était une initiative régionale qui est devenue nationale. On a lancé une application qui s'appelle Partir ici. Partir ici, c'était pour promouvoir le tourisme de proximité avec des offres produits uniquement des offres durables avec une étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles avec une grille de notation travaillée avec la TES. Donc, qui est une association qui est reconnue dans le tourisme durable. Donc voilà. Donc, je pense que ne vous inquiétez pas pour les marketeurs. Ils savent faire, ils savent travailler ces sujets-là. Ils savent effectivement recréer un nouvel imaginaire. Et puis après aussi, essayer justement de pas trop laisser sur l'expérience elle-même, laisser la magie opérer et pas laisser les marketeurs comme moi s'emparer du sujet, quoi. C'est aussi un peu ça le point. On n'est pas obligé de tout marketer. Voilà. Non. Ah non, il y a des choses qui ne sont pas marketables, ni instagrammables d'ailleurs. Ouais. On va peut-être passer à la session des questions de l'audience, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Qui souhaite poser une question ? Vous pouvez tous... Y a-t-il quelqu'un ?
Pas de questions? Juste sur la question du graffiti, quand j'avais travaillé sur l'histoire de Loches, donc c'est un donjon plus haut donjon d'Europe, un truc qui est fascinant, c'est que dans un des grands donjons de Loches, il y a des graffitis depuis le XVe siècle, et c'est un élément très intéressant et important sur l'histoire du monument. Voilà. Je dis pas, je n'incite personne à aller graver love sur les bâtiments, mais en tout cas, en fait, l'histoire des graffitis, c'est aussi une histoire sociale très intéressante, puisque on voit autre chose que l'histoire officielle de ce qui se passe au XVe siècle. On voit les graffitis des prisonniers jusqu'à la Révolution française et même après, non, jusqu'en 1950, c'était une prison en fait. Et donc vous avez des graffitis de 1520 à 1950. C'est un élément intéressant. Voilà. La geste ancestrale, de pouvoir laisser sa marque aussi. Voilà, sur. Absolument, heureusement, il y a des gars qui ont laissé des graffitis à Lascaux. Exactement. Et c'est vrai que, enfin, voilà, il y a aussi un rapport à l'histoire et de se dire, voilà, l'infime moment de mon passage ici par rapport à 2000 ans d'histoire, peut-être l'impression que peut produire aussi ce genre de monument. Voilà, est-ce qu'il faut être préparé? C'est peut-être ma question. Dans quelle mesure la préparation des voyageurs peut faciliter aussi leur accès à ça? Qu'est-ce qu'il faut aussi dans l'éducation, peut-être, dans l'histoire, dans l'apprentissage, introduire pour préparer les gens au voyage? Je sais pas s'il y a quelque chose de ce côté-là. Ou alors leur permettre de laisser virtuellement leur marque dans le donjon ou ailleurs. Les moyens technologiques le permettent. Mais c'est pas le même sentiment de s'ancrer totalement dans un endroit, j'imagine. J'ai une question de Paolo qui est qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité des labels et certifications pour justement permettre au tourisme et aux touristes de devenir plus durables? De le reconnaître. Et de les reconnaître. Moi, alors on avait fait une étude là-dessus et c'était, elle date de 1 an et demi à peu près. La première chose, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est le tourisme durable. Ça, c'est le premier point. On ne sait pas ce que c'est. On confond l'écotourisme du tourisme durable, c'est deux choses différentes. C'est comme les destinations écotouristiques et puis faire du tourisme durable dans une destination, c'est deux choses différentes. Je crois de mémoire, je crois que le premier label qui a été cité dans les tourismes durables, c'était les pavillons bleus pour aller se baigner. C'était hallucinant. Et après, les labels qui soi-disant avaient pignon sur rue, je crois qu'ils pesaient 4 ou 5% en termes de notoriété. Donc c'était ridiculement faible. Donc ça, c'est le premier point. C'est est-ce qu'il faut définir ou pas précisément ce que c'est? Donc c'est le premier point. Le deuxième point, il y a beaucoup de labels. On en a, mais j'ai plus le chiffre en tête. C'est ça le problème. Zakia, peut-être que vous savez le chiffre, mais c'est juste hallucinant quoi pour s'y retrouver. Et par contre, on vous perd un peu, Lionel. Je terminerai là-dessus. Vous voyez, Lionel, je ne sais pas si quand vous faites vos courses, vous m'entendez là? Ouais, vous m'entendez? Ouais, mais c'était très haché. On a raté ce qui précédait. Ouais. Je disais, je pense que quand on fait nos courses aujourd'hui, je crois que maintenant de plus en plus, on est soucieux de le score nutritionnel des produits qu'on achète avec ce référentiel. Quand on achète nos équipements ménagers, on regarde également. Et il faudrait, je pense, véritablement arriver sur ce genre de grille auquel on a l'habitude maintenant, un référentiel. Comme ça, on comprend très très vite ce qu'il en est, quoi. Voilà, plutôt que multiplier les labels à outrance. Mais moi, je suis d'accord. C'est une discussion que j'avais eue notamment il y a de nombreuses années avec Julien Beau. Il était à l'époque, je crois, directeur de la TES, et puis ensuite il est devenu directeur d'ATD sur les questions les normes AFNOR, les différentes certifications, etc. Chaque groupe réseau qui fait sa norme a des bonnes raisons de les faire d'une certaine manière, mais c'est pas pour remettre en cause la légitimité de chacun, mais concrètement, on voit bien que ça a des effets de construction de la communauté du réseau. Ouais. Alors, l'effet, c'est ça. Et c'est de permettre de faire communauté pour un réseau par rapport à un autre réseau et de se tenir ensemble et de se donner
à soi en fait des objectifs. Donc c'est déjà quelque chose qui peut être intéressant, hein, mais par contre l'effet de label c'est autre chose. Moi j'ai travaillé notamment aussi sur les labels l'UNESCO, enfin voilà. En fait, ce que les gens, et puis sur les labels Ville d'art et d'histoire, différents labels, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, mais plutôt dans le domaine culturel, et en fait de voir qu'est-ce que les gens reconnaissent, qu'est-ce qu'ils identifient, et en général la définition qu'ils disent de ce qu'ils voient n'est pas celle qui était attendue, par exemple pour la d'art et d'histoire. Moi je pense qu'effectivement quelque chose de simplifié, le problème c'est après le contrôle qu'il y a derrière, hein, où voilà vous voyez le Max Havelaar ou certifié durable dans l'alimentation, tant qu'il y aura pas une réflexion globale, et encore une fois tous les réseaux auront légitimité à dire qu'ils sont pas d'accord avec la norme, mais on n'aura pas forcément d'effet, voilà. Surtout quand on sait qu'un certain nombre de labels, notamment de rachat de carbone, sont en fait complètement, faux. Voilà, donc c'est très très complexe. Et il y a une grosse compétition entre les décerneurs de labels ou de certifications. Nous, en fait, on sait au Portugal, à partir de 2028, il faudra sans doute être certifié pour garder son allogement local, donc être hébergeur. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous oblige à passer, je dirais, au crible des critères de durabilité et à vous poser des questions sur oui, ça je pourrais le faire mieux. Donc ça c'est plutôt bien. Je dirais que c'est mieux pour l'hébergeur, pour l'obliger à se remettre en cause, peut-être que pour le visiteur qui voit 200 types différents de certifications, etc. Parce qu'elles sont pas encore vraiment, c'est pas à l'échelon national encore. Donc ça a une utilité, mais bon, en termes d'impact pour le visiteur, j'attends en fait, parce que tout ça est assez nouveau, hein. Mais bon, tout ça va quand même dans le sens de le mot sustainable, durable en portugais, est de plus en plus dans l'air. Et si on fait exclusion du greenwashing, etc., quand même, j'ai l'impression que sur la centaine d'acteurs touristiques que j'ai dans ma région, par exemple, c'est quelque chose qui leur a été expliqué par ce biais, par le biais d'un audit et d'une mise en réseau, etc. Et je voudrais juste dire que c'était un terme que vous avez employé lors d'une interview, Lionel, le terme de se rassembler. Vous avez utilisé ce mot-là, et je crois que c'est tous les moyens qui permettront à des acteurs touristiques d'être informés, de se rassembler, de plus voir comme concurrents, mais comme étant les parties prenantes dans le vécu de l'expérience du visiteur. Et d'autre part, il y a des moyens de rendre extrêmement esthétiques et belles des aventures, des choses toutes simples. Rien qu'avec un téléphone, on peut faire vivre des très beaux moments au quotidien. Et moi, je vois que les gens de l'extérieur sont de plus en plus demandeurs de ça, accéder à une forme de simplicité d'échange, et qui peut s'allier aussi à l'esthétique, à des narratifs agréables. C'est plus ringard comme ça l'a été. Donc, je pense qu'il y a des raisons d'espérer. Et encore une fois, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. On a comme les réseaux sociaux pour faire partager des expériences, et que je pense que les gens arrivent à cerner ce qui est une vérité du moment par rapport à quelque chose de construit. Donc voilà mon petit ajout personnel. Moi, je suis d'accord avec vous, et je dirais que quand les actes sont réconciliés avec les paroles, avec les intentions, l'effet, il va être déclencheur, il va être extraordinaire, parce que la notion de consommateur, c'est-à-dire notre pouvoir, c'est notre pouvoir économique aussi. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les intentions dans la consommation de produits durables dans le tourisme et la réalité, il y a quand même un décalage extrêmement fort. Et la crise du pouvoir d'achat actuel a renforcé encore ça. Le critère durabilité, je crois qu'il a régressé en un an par rapport aux critères économiques, purement économiques. Hein. Voilà. Donc, du coup, la meilleure arme aussi à un moment donné, c'est les choix que feront les uns et les autres dans la typologie qu'ils vont choisir. Et ça va accélérer le mouvement. Mais le mouvement est quand même bien en marche. Oui, moi, c'est ce que je ressens aussi. Et on reçoit tout type de clientèle. Ça va vraiment de
familles 3 générations, aux nomades digitaux, à, à des retraites de yoga ou d'herbes médicinales, etc. Enfin, mais ce que je constate, c'est que notre écosystème, et il n'y a pas franchement loin de là que nous, hein, c'est les gens qui nous environnent, absorbent toutes ces différentes typologies parce qu'il y a juste une envie d'accueillir et le sentiment d'être dans une démarche collective qui est justement capable et c'est pas qu'on va s'adapter à chacun en faisant des virages à 180, non. Les gens en fait recherchent un peu la même chose. Et moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose en marche et que les jeunes générations nourrissent aussi ça. Parce que Michel, vous créez de la valeur partagée et non pas de la valeur ajoutée. C'est la grosse différence. C'est-à-dire que l'économie que vous créez, si elle ruisselle aussi votre territoire et elle profite à tous, elle a beaucoup plus de chances de développer de l'acceptabilité, évidemment. Oui, c'est vrai. Et je rajouterai à ça que quand au lieu d'une piscine bleue classique, on a juste un bassin un peu rénové dans lequel il y a de l'eau de source plutôt que l'eau de la municipalité, les gens se disent, voilà, je me baigne là-dedans, je me douche là-dedans et ça leur fait quelque chose, quelle que soit leur cette idée, donc de s'insérer dans le décor. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le partage au-dessus de la valeur ajoutée coûte que coûte. La vie est ailleurs. J'ai l'impression qu'on arrive, on est même un peu au-delà de l'heure. Oui, on pourrait en parler encore des heures, mais enfin, en tout cas, je voulais vous remercier, Saskia et Lionel, d'être intervenus de cette façon-là. Je pense qu'on a quand même exploré pas mal de choses, évoqué pas mal de choses qui prêteront à réflexion. Et merci aussi aux gens qui nous ont rejoints et merci d'avance aux gens qui recevront l'enregistrement de cette session pour leur écoute. En tout cas, au nom du bureau, ravi. Hein. Laetitia, je sais pas si tu as un mot à dire. Très bien, non, je crois qu'on a entendu des notions clés. Hein. Celle que je retiendrai le plus, c'est la question de la relation, vraiment la relation à son environnement, la relation à l'écosystème, la relation de personne à personne. Voilà le mot clé que je retiens en tout cas. Et merci à vous tous. C'était effectivement la dernière session de notre cycle 2023. Donc indépendamment d'autres événements qui peuvent être plus informels et plus locaux, voilà, on vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles conférences. Donc bel été à tous. Voyageurs intérieurs ou voyageurs géographiques. Absolument. Voyager. Merci beaucoup. Tout cas. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci, Bonsoir. au revoir. Très bien, bonsoir.